ce petit moment avant Rosh Hashanah avec vous sur un thème que j'espère va vous passionner. En tout cas, c'est mon cas. Euh, Avant Rosh Hashanah, on se pose toujours un tas de questions. Il y a une nouvelle année qui démarre. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'engendrer pour nous pour l'année à venir. On a tous des souhaits, on a tous des vœux, on se souhaite tous des bonnes choses. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser à un moment, c'est, OK, maintenant on est à quelques jours du grand jour, mais après, comment faire pour potentialiser, pour faire en sorte que tout ce que nous allons souhaiter va réellement se réaliser. Et j'espère qu'à travers cette conférence de ce soir, vous allez pouvoir obtenir les réponses nécessaires et puis vous donner quelques outils pour les mettre en pratique. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est que nous allons accorder un petit temps pour les questions à la fin de la conférence. Je ne pourrai pas répondre simultanément aux questions et puis au cours de la conférence, donc on laissera environ 10-15 minutes à la fin pour que vous puissiez vous exprimer à travers le chat et puis j'essaierai de répondre à vos questions. Alors allons-y, je vais démarrer par partager l'écran avec quelques petites diapositives. Alors, un petit instant. Ok. Alors, 2 petites minutes. Voilà, parfait. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Si je peux avoir juste la confirmation que c'est bon et que tout est bon. Voilà, parfait. Bien, alors nous avons 60 minutes, une petite heure pour atteindre un objectif. Ok, merci pour vos réponses. Donc pour atteindre un objectif assez ambitieux, mais comme j'ai pu vous le dire en introduction, c'est que l'essentiel, c'est que vous puissiez avoir quelques éléments, quelques outils, et puis au fur et à mesure du temps, pouvoir les appliquer, chacun et chacune d'entre vous à son rythme. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc David Melki, je suis coach personnel et professionnel avec une spécialisation en neurosciences motivationnelles. Et à travers cette conférence, donc, vous allez découvrir comment parfois notre système est capable de nous faire avancer, nous faire évoluer de manière exceptionnelle. Et d'autre part, il peut nous plomber parce que on est dans une sorte de routine dans laquelle on n'arrive pas réellement à se rendre compte de la réalité. Donc, premier point que je vais essayer d'évoquer avec vous, je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que selon vous fait qu'à un moment donné, on a envie de se poser des questions? On arrive dans une certaine étape de notre vie où on se dit, mais mon travail, ma vie professionnelle, mon environnement, ma famille, est-ce que vraiment c'est à l'image de ce que je voudrais vraiment? Si on parle de l'aspect plus spirituel, c'est est-ce que ma connexion que j'entretiens avec Dieu, elle est vraiment celle que je souhaiterais, ou bien je dois entreprendre une remise en question? Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans notre vie, on se positionne et on se dit, bah, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, j'ai envie de changer. Ma situation me déplaît et je ne veux pas continuer ainsi. Alors, la réponse à cette question démarre d'un point essentiel, c'est notre cerveau. Notre cerveau, c'est une machine extrêmement puissante. On n'arrive souvent pas à l'exploiter convenablement parce que ce cerveau nous joue des tours. Quels sont les tours que ce cerveau nous joue? Et c'est ça ce que les neurosciences nous ont appris.
c'est qu'avec un tas de recherches, on est arrivé à la conclusion suivante. C'est que lorsque vous apercevez le monde, lorsqu'on aperçoit le monde, lorsqu'on le voit à travers la réalité qu'on croit percevoir, on perçoit une certaine réalité. Mais après, notre cerveau donne à cette réalité, à ce qu'on observe autour de nous, une interprétation qui est une interprétation complètement subjective. De quoi s'agit-il? Il suffit que pendant un certain moment de ma vie, je me suis habitué à considérer que un certain comportement est totalement inadéquat. Par exemple, quelqu'un qui vient en retard, c'est insupportable. On m'a éduqué sur cette base-là. Donc mon cerveau enregistre systématiquement que le retard, c'est quelque chose d'abominable. Donc chaque situation de retard me cause une frustration, un stress, et ainsi de suite. Par contre, lorsque j'essaye de regarder la situation avec plus d'objectivité, alors j'arrive à donner une certaine interprétation qui est totalement différente vis-à-vis de la situation que je vis. Donc, admettons que par exemple, je devais être présent à une certaine réunion à 10 heures du matin. Et puis, à cause des embouteillages, à cause de la circulation, j'arrive 10 minutes plus tard. Donc, personnellement, je me sens très mal. Mais cette sensation que j'ai développée, c'est uniquement à cause de l'interprétation qui est un peu poussée à ses limites de mon cerveau qui me dit celui qui vient en retard, forcément, c'est quelqu'un d'irrespectueux. Mais si je donne à cette même situation une nouvelle interprétation, c'est-à-dire que de la même façon que je pourrais être en retard parce que j'ai tel et tel événement qui m'a empêché, alors j'ouvre un jugement qui est différent face aux situations que je peux vivre tout au long de ma vie, vis-à-vis de moi-même et aussi vis-à-vis des autres personnes que je côtoie. Donc, si on voudrait résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, le cerveau est l'organe par lequel nous percevons le monde qui nous entoure. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence. Mais en fin de compte, ce qu'on perçoit, c'est la réalité physique. Lorsque j'observe cet objet, c'est cet objet-là que je regarde. Mais après, mon cerveau élabore en fonction de son vécu tout un tas de conclusions qui sont parfois totalement vraies et parfois totalement fausses. C'est à moi ensuite de rééquilibrer la balance et de donner à mon cerveau les bonnes directives pour qu'il puisse trouver son équilibre. Et ce qu'on va voir à travers la conférence justement, c'est que comment faire en sorte pour donner ces directives au cerveau et lui faire savoir comment se comporter dans un certain nombre de situations et surtout lorsqu'on veut établir un changement. Ce que vous devez savoir, c'est que le cerveau, c'est un excellent exécutant. Vous devez lui dire quoi faire. Si le cerveau, lui, il agit en roue libre, il peut vraiment faire n'importe quoi. Quelle est la raison? Il suffit juste de se focaliser sur notre vision. Vous savez tous certainement que lorsque on regarde quelque chose, notre vision est à l'envers. Et le cerveau fait justement la correction de l'image et il essaye de lui donner donc la bonne perspective, la bonne profondeur de champ et puis la remettre à l'endroit. Tout ça pourquoi? Parce que notre perception, tant que le cerveau n'a pas un ordre clair de quelle façon l'opérer, il peut le percevoir de manière complètement confuse et même tordue. Maintenant, il y a une partie dans notre cerveau qui est celle qui commande justement notre prise de conscience. Lorsqu'on a besoin d'aller de l'avant dans notre vie, l'élément clé, c'est notre prise de conscience. Alors, quelle partie du cerveau nous apporte cette prise de conscience? C'est ce que vous voyez ici dans l'image, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Alors, les chercheurs ont trouvé que cette partie du cerveau qui est juste à l'avant, donc vraiment la partie qui est ici, située juste au-dessus du front, donc c'est la partie du cerveau qui se développe, qui termine de se développer entre 24 et 25 ans. Pourquoi?
Parce que dans notre vie de jeune homme, de jeune enfant, de jeune adolescent, de jeune homme, on est encore assujetti à beaucoup de changements. Notre cerveau n'a pas encore pris suffisamment ses marques pour avoir une vision suffisamment claire d'où il doit se diriger dans toute la panoplie de circonstances de notre vie. Ce cortex préfrontal, c'est ce qui nous permet d'avoir le discernement et la conscience nécessaire pour agir dans les situations que nous vivons. Ce qui est vachement intéressant, si on pourrait déjà faire la connexion entre ça et un sujet de Torah, c'est que vous savez qu'à 13 ans, le jour de la bar mitzvah, la Torah nous enseigne qu'un garçon commence à devenir un homme. Où est-ce qu'on pose les tefilines à partir de 13 ans? C'est justement à l'endroit du cortex préfrontal. C'est-à-dire que les tefilines, c'est ce qui nous permet également d'éveiller une conscience spirituelle. Et cet exercice démarre à partir de 13 ans. Pourquoi? Parce que avant 13 ans, il y a la partie du cerveau qui est la partie reptilienne, qui est celle qui réagit de manière totalement instinctive, qui prend souvent le dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a des explosions émotionnelles très fortes. Les enfants n'ont pas une capacité de discernement qui est très claire. Et puis à partir de 13 ans, il y a réellement le développement du cortex préfrontal qui commence à se développer. Et donc, ce moment de la vie est marqué effectivement à partir de cet âge-là par la mise des tefilines. C'est pas un hasard que la Torah nous a ordonné de les poser exactement à cet endroit-là du cortex préfrontal. Donc, le cortex préfrontal, c'est ce qui nous permet d'avoir la conscience nécessaire pour mesurer les événements que nous vivons. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Essayez de réfléchir, chacun et chacune de son côté. Imaginez-vous qu'on toque à votre porte un jour, à la porte de votre domicile, et puis vous ouvrez la porte et vous découvrez un bébé qui est posé devant le pas de votre porte. Comment allez-vous réagir? Que va-t-il se passer à ce moment-là? Alors, c'est vachement dommage que je ne peux pas avoir une réelle interaction, je ne peux pas vous entendre, mais j'essaye de réfléchir à haute voix pour émettre un certain nombre d'options que vous pourrez me dire si on pouvait s'entendre. Alors, il y a certains qui pourraient dire, ben, je réagirais avec de l'indignation, je serais, voilà, il y a certains qui me disent qui seraient vachement contents. Il y a d'autres qui ne comprendraient pas. Il y a peut-être le stress. Il y a peut-être tout simplement le fait de ne pas savoir quoi faire. Voilà, il y a certains qui me disent horrifiés. D'autres qui me disent j'aurais de la peine. Effectivement, c'est un mélange qui est très étrange. Alors, comme je vous ai dit, j'aurais du mal à répondre à toutes les questions du chat. Vers la fin de la conférence, je prendrai le temps et j'essaierai de remonter pour essayer de répondre à vos questions. Donc, effectivement, on se retrouverait face à une situation qui est exceptionnelle dans tous les sens du terme. Et là, la vraie question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je vais faire avec ce bébé, mais quelle est la démarche que je vais entreprendre à partir de maintenant? Alors, retenez bien cette phrase. Au moment où je retrouve ce bébé devant moi, je ne suis pas coupable, mais je deviens responsable. Je répète parce que c'est important. Je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas coupable signifie tout simplement, c'est que toutes les péripéties que malheureusement ce petit enfant a vécues jusqu'au moment où il est arrivé devant chez moi, je pourrais remuer ciel et terre, je pourrais commencer à me sentir coupable de tout ce qui lui est arrivé, à développer des émotions négatives. Tout ça,
dit vulgairement, c'est pas mon affaire, ça me regarde pas. Cependant, à partir de la seconde où je le trouve, je deviens responsable. Mais que signifie devenir responsable? Et ça, c'est la prochaine étape que nous allons développer. Qu'est-ce que la responsabilité? Encore une fois, à chaque fois qu'une question s'affiche sur votre écran, essayez d'y penser. Qu'est-ce que pour vous la responsabilité? Alors, il y a certains qui pourraient dire la responsabilité, c'est le moment où je prends en main quelque chose et je ne dois pas lâcher. Il y a d'autres qui pourraient me dire, si on me demande de démarrer du point A et arriver au point B, je dois être responsable d'atteindre le point B. Vous pouvez l'exprimer de toutes sortes de façons. Maintenant, je vais vous donner une définition qui est très précise. Qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité, l'étymologie du mot responsabilité provient du latin, donc responsare, qui signifie être à même de pouvoir donner une réponse. Être à même de pouvoir donner une réponse. Tout simplement, la responsabilité, c'est le moment où on se dit, je sors de mon état de victime et je deviens réalisateur. Je pourrais observer tout autour de moi et commencer à culpabiliser et commencer à dire, en fin de compte, si je ne suis pas réellement la personne que je suis, c'est parce qu'un tel a causé, a fait que je ne sois pas épanoui. Parce qu'un tel euh, me dérange dans mon travail. Parce que je n'ai pas encore ma maison. Parce que la dernière fois que j'ai essayé de monter mon affaire, j'ai échoué. Alors, toute cette partie-là, c'est rentré dans la culpabilité. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque vous trouvez ce bébé devant vous, et ce bébé, ce n'est pas un bébé de quelqu'un d'autre en fin de compte. Ce bébé, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on se retrouve face à une situation qui est un peu inattendue, alors on peut réagir de deux façons. Ou bien je réagis et je commence à éveiller en moi une culpabilité, ou bien je commence à donner des réponses, à devenir responsable. Et donner des réponses, c'est-à-dire que je commence à réfléchir, à développer en moi une nouvelle perspective pour dire, OK, jusqu'à maintenant, j'ai peut-être échoué. Mais à partir de maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce bébé pour qu'il puisse grandir, il puisse être nourri, il puisse être en sécurité? Donc la première étape, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu qui est le jeu de la culpabilité. La culpabilité vis-à-vis de soi-même et aussi la culpabilité vis-à-vis des autres. Et si on continue dans la même lancée, c'est d'accepter de devenir le créateur de sa vie. C'est-à-dire que il y a un moment où on peut attendre les réponses de tout le monde. Je peux dire, j'ai pas réussi parce que l'autre m'a pas aidé. J'ai pas réussi parce que j'ai pas eu l'opportunité nécessaire. Alors très bien. Mais il y a un moment où effectivement, il y a le risque de commencer à être un petit peu mis à l'avant. Et lorsqu'on se met en avant, alors il faut assumer ses responsabilités. Lorsqu'on fait des choix, on a le droit de se tromper. Et même si j'ai envie de dire encore plus loin, on a même le devoir de se tromper. Parce que notre vie, c'est un constant déséquilibre. Et notre objectif, c'est de créer l'équilibre dans ce déséquilibre. Donc comprenez qu'au moment où j'active ce système dans lequel j'ai envie de prendre conscience, j'ai envie de m'occuper de cet enfant, en fait, c'est moi-même. Alors je suis obligé de devenir créateur. Je suis obligé de commencer à donner des réponses. Et les réponses, c'est que moi qui peux les donner. Si je commence à attendre les réponses des autres, je pourrais attendre très longtemps. Et un certain nombre de personnes développent au fur et à mesure du temps ce sentiment dans lequel ils se sentent
écartés, ils se sentent mal à l'aise, pas bien dans leur basket? Bah, tout simplement parce qu'ils attendent que les autres leur donnent l'accord, leur donnent la possibilité d'œuvrer dans leur propre vie. Mais c'est impensable. On ne peut pas attendre que les autres nous donnent l'autorisation d'avancer dans notre vie. Donc, accepter de devenir les créateurs de sa vie. Un autre point, c'est que lorsque on devient responsable, on est OK pour commencer à dire bah, je deviens le créateur et j'attends pas les réponses des autres. J'attends pas que les autres donnent les réponses à mes problèmes. Alors là, dans notre cortex préfrontal, il y a un switch qui se fait. À partir de maintenant, je rentre dans une démarche où je cherche la solution. Je me focalise plus sur le problème. Je reprends encore une fois l'exemple du petit enfant. C'est vrai que lorsqu'on ouvre la porte, la première action, c'est de dire mais qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans la culpabilisation, je peux rester devant ce bébé pendant des heures et ne pas agir. Je rentre dans la responsabilisation, je commence à dire maintenant 2 minutes, je le prends, je le rentre, je le nourris, je m'occupe de lui, je le change s'il y a besoin et je lui donne le nécessaire pour qu'il évolue. Et ça, au même niveau, on doit passer également à cette étape. C'est-à-dire que trouver une solution ne signifie pas simplement dire OK, je vais commencer à ouvrir des bouquins, à écouter des conférences, à écouter des conseils de tous mes meilleurs amis. Ça, c'est sympathique. Mais les vraies solutions, c'est ce qui est adapté à notre niveau. C'est ce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on souhaite réellement développer. Ça, c'est un point que je voudrais m'attarder vraiment quelques minutes parce que c'est ce qui clôture la première partie de la responsabilité. Vous savez, dans la société dans laquelle on vit, on parle souvent on parle pas suffisamment de qui tu es, mais on parle plus qu'est-ce que tu fais. Remarquez maintenant, lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous n'avez pas rencontré depuis un certain temps, la première question qu'il va vous demander, c'est oui, salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais signifie dans quoi tu travailles, qu'est-ce que tu fais de beau, etc., etc. Pour 85% des personnes, cette question qu'est-ce que tu fais est une question un peu embarrassante. Parce que même si je suis convaincu que ce que je fais, c'est-à-dire l'univers dans lequel je travaille, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, n'importe, même si je considère que c'est bien, 85% des personnes vont le considérer comme une attaque dans laquelle il y aura un petit point d'interrogation qui va nous dire, mais attends 2 minutes, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de le dire? Est-ce que si peut-être je ne suis pas banquier ou chirurgien, peut-être je fais partie du bas de gamme de la société? Je prends un exemple exprès, un exemple un peu dérangeant. Souvent, ceux qui exercent dans l'enseignement, et que je trouve que c'est un métier fantastique, tous les Morim et les Morotes, vraiment, chapeau, c'est exceptionnel. C'est un travail magnifique que très souvent euh, n'est pas suffisamment euh, valorisé dans notre société. C'est bien dommage. Alors, ok, bah, on dit oui, je suis Moré, je suis Mora, je suis enseignant, je suis enseignante. On le dit comme ça, un peu de manière, voilà, à cocher une case. Mais si à la place de se focaliser sur ce que vous faites, vous vous focalisez sur ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes? Si vous êtes enseignante, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous apportez dans votre travail? Ce n'est pas le travail qui vous apporte une valeur ajoutée, c'est vous qui apportez une valeur ajoutée à votre travail. Et ça, c'est grâce à la personne que vous êtes. Donc, si vous développez la personne que vous êtes, parce que n'importe quelle personne dans l'univers a quelque chose de différent, a une valeur supplémentaire à apporter. Donc, si vous faites évoluer votre valeur ajoutée, vous allez voir systématiquement
que c'est plus votre travail qui va être l'influence de votre vie, mais ça sera vous qui allez l'influencer. Donc, même lorsque quelqu'un va vous poser la question, qu'est-ce que tu fais? Ça sera plus simplement, je suis enseignant, enseignante, je suis caissière ou caissier, je ne sais pas. N'importe quel métier, tous les métiers sont bons. Mais si dans ce que vous faites, vous emmenez une valeur supplémentaire, parce que vous êtes une personne exceptionnelle, parce qu'il n'y a qu'une seule personne comme vous, donc c'est à ce moment-là que vous mettez en valeur votre personnalité. Et ça, c'est la boucle, en fait, qui démarre de la responsabilité, donc le fait de ne pas se culpabiliser et ne pas chercher à rendre coupables les autres. Puis ensuite, une fois qu'on a pris cette première prise de conscience, on passe à l'étape d'après. C'est celle de dire, OK, alors je vais commencer à devenir moi le réalisateur de ma vie. Je vais commencer à faire les choix qui sont vraiment des choix nécessaires pour moi. Ensuite, je vais commencer à apporter mes propres réponses à mes différentes problématiques. Et ensuite, je valorise la valeur ajoutée que je peux apporter dans l'univers dans lequel je vis. Et ça, sachez que ça peut s'appliquer dans n'importe quelle sphère, la sphère familiale, avec nos enfants, au travail, avec les amis. Plus on cherche à plaire, plus on cherche à valider ce que les autres souhaitent qu'on soit, plus on enlève de notre personnalité. Sachez, voilà, pour la petite histoire, un jour, j'étais dans un magasin de grande surface et je voyais une personne qui, je voyais une personne qui rangeait les rayons du supermarché et, euh, et donc je voyais comment il rangeait toutes les boîtes de conserve vraiment de manière alignée. C'était choquant. Toutes les boîtes de maïs, tout. C'était tellement méticuleux. Ça m'a impressionné. Je lui ai dit, voilà, je l'ai salué, je lui ai dit bonjour. Moi, je suis impressionné de votre travail. Vous faites comme ça de manière tellement méticuleuse. Alors, cette personne dans le rayon me dit, bah, vous savez, moi, je considère que ma mission ici, c'est de faire plaisir aux personnes qui vont venir acheter. Donc, cette phrase, je l'ai vachement retenue. Parce que cette personne n'est pas seulement un employé de magasin. Il n'est pas seulement là pour ranger des boîtes. Parce que s'il pensait à ranger des boîtes toute la journée, je pense qu'il serait rentré dans une dépression. Mais lui, il s'est mis dans sa tête une mission. Moi, ce que je sais faire, la valeur ajoutée que je peux emmener à cette enseigne, bien que ce n'est pas lui le patron, ce n'est pas son affaire, ce n'est pas lui, c'est un simple salarié. C'est de dire qu'est-ce que moi je sais apporter. Je suis un homme ordonné, j'aime moi avoir du plaisir quand je viens dans un rayon et voir les boîtes de conserve bien alignées. C'est ce que je vais véhiculer au moment où j'exerce l'action que je fais. Passons à à la deuxième étape. Alors ça, c'est un slogan que on aime beaucoup employer, surtout avec les enfants en adolescence. On leur réclame, bah, commence à grandir un peu, sois mature. Alors encore une fois, posez-vous la question, qu'est-ce que la maturité? Qu'est-ce que signifie être mature? Est-ce que c'est tout simplement grandir en âge? Est-ce que c'est un moment se dire, bah, ok, je peux passer le permis de conduire? On peut donner un tas de réponses. Elles sont peut-être toutes vraies. Mais ce soir, on va se focaliser sur une définition qui est extrêmement importante. Alors, qu'est-ce que la maturité? Alors, écoutez bien, vous pouvez enregistrer et prendre note. La maturité, c'est le lien que j'entretiens avec la réalité. Je m'explique. Ça rejoint le début de la conférence. Je vois autour de moi des personnes qui ont un certain comportement. Je vois autour de moi des situations
qui ne sont pas en adéquation avec ce que je crois vrai. Très bien. À partir de ce moment-là, j'ai un devoir de me poser la question suivante. Est-ce que ce que je perçois, c'est une réalité ou c'est l'interprétation que je veux donner à la réalité que j'observe uniquement par rapport aux données qui sont les miennes? Un exemple concret. C'est d'ailleurs, je peux même vous apporter à ce sujet une histoire qui est apportée dans la Gemara. Il y a une fois euh, un Amora qui euh, côtoyait Eliyahu Hanavi. Pardon, je corrige. Il y avait un Amora qui est parti voir son maître et lui demande, je voudrais savoir à qui Eliyahu Hanavi se dévoile. Donc son maître lui dit, écoute, va au marché à telle et telle heure, et lorsque tu verras une personne passer habillée d'une certaine façon, tu sauras que c'est lui qui côtoie Eliyahu Hanavi régulièrement. Bon, il se rend au marché, et puis effectivement, il voit une personne, mais qui n'a pas du tout l'apparence d'une personne religieuse. Même pire que ça, la Gemara décrit que vraiment, il a une tenue vestimentaire qui est très proche de celle des idolâtres. Et puis il arrête, il lui dit, excuse-moi, je voudrais savoir qui tu es. Il lui dit, je suis désolé, je ne peux pas te répondre maintenant, je dois partir. Maintenant, comprenez que cet Amora qu'il a interpellé, c'était quand même quelqu'un de connu, c'était pas n'importe qui. Et puis cet homme qui passe, voilà, l'a laissé comme ça sur le carreau. Le lendemain, il repart encore au marché et puis il voit encore une fois cette personne passer. Et encore une fois, l'histoire se reproduit. Il dit, je ne peux pas maintenant, viens me voir demain à la même heure, je te répondrai. Et puis le lendemain, il le rencontre et lui dit, on m'a fait savoir que toi, tu rencontres Eliyahu Hanavi. Il dit, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il dit, c'est mon maître qui m'a dit que je dois m'adresser à vous pour ça. Puis il lui dit, écoutez, moi, je ne sais pas. C'est peut-être que c'est Eliyahu Hanavi. Moi, je ne suis pas conscient. Mais en tout cas, il y a une personne qui m'a donné une mission. C'est que comme je suis quelqu'un qui est proche du ministre, je devais aller libérer un prisonnier. Et une des conditions pour que je puisse rentrer dans les différents palais, les différents endroits où je pouvais agir pour le libérer, c'était justement d'avoir une tenue vestimentaire qui était une tenue vestimentaire comme les personnes, comme les idolâtres. Il a dit, moi, en tout cas dans mon esprit, même si j'avais cette tenue sur moi, j'avais toujours mon objectif qui était fixé dans mon esprit. C'est libérer cette personne. Et donc, je ne me suis pas laissé influencer par l'apparence que je me suis donnée à ce moment-là. Et donc, cette petite histoire nous montre, hormis le fait de ne pas juger les personnes par leur apparence, que ça c'est une chose qui est évidente, mais que même lorsque nous vivons une situation, on peut très facilement tomber dans une représentation qui est une représentation un peu irréelle, une représentation qui n'est pas totalement concrète, qui n'est pas en connexion avec la réalité qui est en train de se passer autour de nous. Donc, qu'est-ce que la maturité? Comment faire pour évoluer dans notre maturité? Parce que c'est quelque chose qui évolue constamment. C'est le lien que j'entretiens avec la réalité de ce que je perçois autour de nous. La troisième étape, c'est l'intégrité. Alors l'intégrité, ça peut paraître un slogan, mais c'est très intéressant. Je vais vous donner un exemple. Il y a un très bon ami à vous, une très bonne amie à vous, qui vous demande quelque chose, qui vous demande un service. Maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas refuser à votre meilleur ami.
Mais si vous ne refusez pas, c'est vous qui allez en pâtir. C'est vous qui allez rentrer dans des retards, c'est vous qui allez rentrer dans un cercle un peu compliqué. Et là, vous êtes dans un dilemme. Est-ce que je refuse ou j'accepte? Donc ce dilemme, tout d'abord, il est totalement légitime. Il est même normal. Sauf que si on veut réellement être intègre et on développe cette façon d'interagir avec les personnes qui sont autour d'eux, de dire ce que je vais faire et de faire ce que je vais dire, c'est beaucoup plus avantageux d'accepter un certain nombre de situations dans lesquelles, en fin de compte, on va s'aventurer dans un pseudo-plaisir qu'on veut faire à quelqu'un, mais que nous, de notre côté, on soit tiré à un peu de force parce qu'on ne pourra pas atteindre ce que nous, on veut réellement faire dans notre vie. Donc parfois, on se met plus en avant pour faire plaisir aux autres, pour plaire aux autres, et donc on se crée tout seul ce déséquilibre. Donc l'intégrité, c'est ce que je dis, je le fais. Je préfère te dire non aujourd'hui, mais pour te dire un vrai oui la prochaine fois. Parce que je sais que si je m'engage à te dire oui, je vais le faire à 200%. Et ça, c'est l'intégrité. Donc, ces trois ingrédients qu'on vient de dire, responsabilité, maturité et intégrité, ce sont les trois éléments essentiels pour d'abord avoir la prise de conscience de dire à partir de maintenant, je change mon mindset. La façon que j'ai agi jusqu'à maintenant, je dois faire cette mise à jour. Et cette mise à jour passe par ces trois étapes. Donc maintenant, on va relier ça avec la tchouva. On m'a demandé de faire justement le lien entre les neurosciences et la tchouva. Alors, la première chose, c'est une évidence, la tchouva, c'est quoi? C'est donner une réponse. Et comme on l'a dit en début de conférence, qu'est-ce que la responsabilité? C'est d'être à même de pouvoir donner une réponse. C'est le début de la prise de conscience. Je ne laisse pas cet enfant, je ne laisse pas ce petit bébé seul devant le pas de ma porte, tout simplement parce que je suis sidéré. Je commence à devenir responsable. La deuxième partie, c'est être accord avec la réalité. C'est-à-dire que quand on veut rétablir notre lien spirituel avec Akadosh Baruch Hu, alors on peut toujours vivre un peu comme dans une bulle. Oui, mais c'est vrai que spirituellement, ça pourrait aller mieux. C'est vrai que euh, je ne suis pas si mal que ça. C'est vrai que les autres me jugent quand même que je suis quelqu'un de bien. Ou bien je pourrais même faire le discours à l'envers. De toute façon, je suis tellement nul que je ne pourrais pas réussir. Là, la deuxième étape, c'est de créer la connexion avec la réalité. Et puis, la troisième étape, c'est l'intégrité. C'est ce qu'on dit Tamim Tieim Hashem Elokecha. C'est d'ailleurs une des premières lettres de Tchouva, c'est le Tav. Tamim Tieim Hashem Elokecha, l'intégrité, mais pas seulement l'intégrité telle que nous, on le conçoit habituellement, mais cette intégrité, comme on vient de le dire, c'est le fait de dire ce que je le fais jusqu'au bout. Et quand je m'engage, je prends cet engagement parce que je sais que je peux m'engager à 100%. Je ne fais pas du semblant. Je dis pas, je prends pas un petit morceau du gâteau et j'essaie de l'aménager comme je veux. Maintenant, après tout ça, vous pourrez me dire, OK, tout ça c'est bien beau, c'est une belle théorie, mais comment on fait pour le mettre en pratique? Alors, je vais vous donner maintenant les 5 ingrédients pour réussir à passer de l'étape théorique à l'étape pratique. Alors, retenez ça aussi. Donc, je vais développer avec vous maintenant la méthode SMART. Alors, c'est quoi la méthode SMART? Ce n'est pas la voiture, hein, je vous assure. C'est ni un placement de produit. Donc, la méthode SMART, c'est la méthode pour atteindre un objectif. Alors, comprenez que le cerveau, il est extrêmement paresseux. Il n'aime pas le changement. Plus on peut se référer sur ce qu'on a vu dans le passé et sur nos paradigmes anciens, plus on sera OK.
Ça, c'est le message que le cerveau nous envoie. Maintenant, si vous dites de but en blanc, je veux changer, ça va tenir peut-être, allez, une petite journée, 24 heures dans le meilleur des cas. Pourquoi? Parce que le cerveau, il va immédiatement vous alerter de dire, attends, attends, moi je te connais très bien, je sais que toi et le changement, ça fait deux. Exemple, c'est comme la personne qui dit, à partir d'aujourd'hui, je vais perdre du poids. Euh, alors déjà, c'est intéressant parce que quand on emploie le mot perdre, c'est que forcément quelque chose que vous avez perdu, c'est que vous avez envie de le retrouver. Donc déjà, ce n'est pas le bon terme euh, à, à envoyer comme message à votre cerveau. Si vous dites à votre cerveau, je veux être en meilleure forme, ok, je veux être en meilleure forme physique, c'est un bel objectif. Et vous dites à partir de demain, j'arrête totalement de manger des pains au chocolat, viennoiseries, croissants, etc., etc. Et comme par hasard, le lendemain matin, vous tombez, vous devez vous rendre à une Brit Mila ou n'importe, à une Simcha. Et là, vous avez la panoplie de viennoiseries. Et là, il y a la réaction systématique qui nous dit, bon, ok, c'est pas grave, je fais un petit écart maintenant, mais je commence sérieusement immédiatement après que j'ai mangé le pain au chocolat. Maintenant, bon, cette réaction, elle est humaine. Mais qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça? C'est le fait que le cerveau s'est habitué à un certain mode de vie. Et quand vous voulez venir saboter son confort, alors vous devez agir d'une façon très, très spécifique. Alors, c'est quoi le SMART? Donc, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et dans le temps. Ce sont les 5 étapes pour commencer à mettre en place un changement. Alors, on va les développer rapidement. Alors, spécifique, on va prendre l'exemple donc de quelqu'un qui souhaite à partir de maintenant. Alors, encore une fois, tout ce que je dis, vous pouvez l'appliquer à l'univers personnel, à l'univers spirituel, à l'univers familial. Ça peut s'appliquer de partout. Ce n'est pas une formule qui est spécifique à l'exemple que je suis en train de donner. Donc, admettons qu'une personne dit je veux commencer à faire du sport. Alors, il faut comprendre que le cerveau, il traite des données. Donc, quand je dis je veux commencer à faire du sport, c'est un objectif qui est beaucoup trop vague. Faire du sport, ça peut comprendre 1 milliard d'options, 1 milliard de possibilités. La première étape, c'est de rendre votre objectif spécifique. Je veux faire du sport signifie, par exemple, je veux faire du vélo d'appartement. Donc là, ça devient spécifique. Vous envoyez à votre cerveau un message clair. Sport égale vélo d'appartement. Ensuite, mesurable. Alors, le pire piège, c'est de dire à partir de maintenant, mais on ne dit jamais jusqu'à quand. Donc, il faut qu'il y ait une mesure. Vous vous dites, je vais commencer à faire du sport, donc égal vélo d'appartement, 10 minutes par jour. Là, vous rentrez dans une mesure. Si ce n'est pas 10 minutes par jour, vous pouvez dire 20 minutes tous les 2 jours, n'importe. En tout cas, vous devez vous fixer une mesure. Pourquoi? Parce que le cerveau, passé encore une fois du tout à tout, il ne le supporte pas. Ambitieux. Alors évidemment, même si le cerveau est très paresseux, il aime bien les challenges. Vous pouvez le remarquer que lorsqu'on vous donne une mission qui vous passionne, vous allez tout faire pour réussir. Donc, il faut quand même que votre objectif soit un petit peu ambitieux. Donc, pas qu'il soit hors de vos capacités, mais un peu ambitieux. C'est-à-dire que si vous dites 10 minutes par jour, je vais m'ennuyer, ben vous dites, je vais faire 10 minutes par jour avec de la musique dans les oreilles et je vais essayer d'augmenter tous les jours l'intensité de l'effort. Donc, vous vous mettez un petit challenge. Réaliste. Alors, encore une fois, réaliste, on reparle encore de réalité, c'est que si vous dites tout ça, mais vous n'avez pas de vélo d'appartement, vous êtes bien d'accord avec moi que tout ce projet est totalement saboté.
Donc réaliste, c'est-à-dire que vous devez avoir les moyens concrets pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc vous devez préparer le terrain de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'excuses. Dans le temps, alors à part l'objectif de 10 minutes tous les jours ou 20 minutes tous les 2 jours, vous vous dites, voilà, cet objectif du sport vélo égale 10 minutes par jour avec le challenge 2 et j'ai mis en place tout le système pour pouvoir le faire, il est devant moi. Vous vous dites, je me fixe 2 semaines. Alors évidemment, imaginons qu'une personne souhaite suivre à la lettre mon exemple et on sait que maintenant il y a les fêtes, il y a Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour, etc., etc., et que ça sera un peu saboté par tous ces jours où vous ne pourrez pas faire votre activité sportive. Alors, effectivement, ça sera un peu compromis. Donc, il faut que le temps soit aussi en connexion avec la réalité que vous vivez. Alors, dernier élément qui est très important, donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est le cercle qui décrit un petit peu nos domaines de vie. Donc, la carrière, les finances, la santé, les amis, le couple, le développement personnel et les loisirs. Euh, et puis, vous avez de 1 à 5. Vous pouvez faire ce petit exercice et essayer de vous auto-évaluer à combien vous êtes, sachant que 1, c'est le plus faible et 5, c'est le plus élevé. C'est-à-dire que si vous vous notez 5 en santé, ça veut dire que grâce à Dieu, vous êtes en pleine santé, vous n'avez pas de problème, vous sentez que vous n'avez pas besoin d'améliorer quoi que ce soit à ce niveau-là. Si vous vous notez 1, c'est qu'il y a de quoi faire. Donc, vous pouvez compléter ce cercle, vous pouvez le faire chez vous sur un tableau. Et ce qui est le moins bien noté, vous vous dites, ben, je choisis d'aborder ce point-là, ce domaine de vie pour mon projet de l'année 5781. Et c'est à travers ça que vous allez démarrer votre changement. Donc, je résume. La tchouva, dans l'aspect spirituel, c'est de dire, je commence à devenir responsable de ce que je fais. J'arrête de culpabiliser, j'arrête de dire que c'est les autres. Je deviens moi-même le réalisateur de ce que je fais. On a parlé de maturité, on a parlé d'intégrité. Donc tout ça, bien sûr, ce sont des aspects qui existent dans la tchouva et on les a développés également dans notre univers personnel avec tous les exemples qu'on a pu donner. Donc, moi, de mon côté, voilà, on pourrait développer encore beaucoup plus. On a 1 heure à disposition. Donc là, si vous voulez, je prends le temps de voir un petit peu vos questions dans le chat. Et puis, je vais tâcher d'y répondre. Alors, un petit instant. Je vais d'abord arrêter l'écran. Voilà. OK. Alors, reprenons un petit peu les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sans problème. Je remonte un petit peu. Alors je vois ici 2 petites minutes. Alors, je vois. On se pose des questions quand on n'est pas satisfait de soi-même. Oui, tout à fait, effectivement. Quand on n'est pas satisfait, quand il y a quelque chose qui nous gêne un peu, on commence à se poser des questions. Euh, donc, responsable, c'est savoir que c'est à moi d'agir et personne d'autre et ne pas compter sur d'autres au moment où je dois le faire. Effectivement. Alors, on m'a demandé, mais comment trouver la bonne réponse? Alors, la bonne réponse, alors justement, c'est vrai. Trouver la bonne réponse signifie tout d'abord de vouloir la chercher. Euh, Quand on se focalise sur chercher la réponse, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on la trouve. Parfois, la réponse, c'est uniquement en éveillant notre côté un peu intuitif, le côté dans lequel on va aller un peu à l'aventure. On va essayer. C'est comme ça, au même titre qu'un enfant commence à marcher en apprenant,
en regardant les autres, pardon. Il apprend à parler parce qu'il entend les autres. De la même façon, pour avoir la bonne réponse, il faut commencer à appréhender la vie, ne pas croire que la vie, c'est une source de danger. Donc, c'est le début pour trouver la bonne réponse. Ouais, si tu ne fais pas ce que tu aimes, au moins aime ce que tu fais. Magnifique. Alors, j'ai ici une question qui est demandée, comment on fait quand des collègues nous énervent et nous empêchent de travailler comme il faut? Alors, euh, quand des collègues nous énervent, alors c'est quelque chose qui est très courant. Alors, tout d'abord, la première question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la source de, de ma colère? Parce que dire que les collègues nous énervent, c'est une chose. Mais s'il y a quelqu'un qui me parle et qui génère en moi de la colère, c'est qu'il y a un point qui m'a touché, un point sensible. Donc c'est à nous d'aller à la recherche et justement devenir responsable et essayer de faire abstraction des collègues et de dire, ben voilà, à partir de maintenant, je fais la recherche en moi de la chose que quand j'entends cette remarque d'un collègue ou d'une collègue, me fait sortir des gonds. Et là, je pointe du doigt. Une fois que c'est identifié, je commence à travailler sur le point qui me dérange. Est-ce que le cours sera en replay? Je pense que oui. Alors, possible de plus détailler l'ambitieux? Oui. Alors, ambitieux, c'est-à-dire que l'objectif, il doit être suffisamment intéressant pour vous. Admettons que je vous dis, euh, je prends les deux extrêmes. Admettons que je vous dis maintenant, résolvez-moi un problème de maths de CP. Ok, vous allez le faire. Vous allez le faire en 30 secondes. Alors, vous avez atteint votre objectif, mais vous n'êtes pas satisfaite ou vous n'êtes pas satisfait parce que tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui est adapté à vous. Donc, on a besoin de se challenger. On a besoin de faire en sorte que le domaine dans lequel on va s'aventurer pour l'améliorer soit un domaine qui nous titille un peu, qu'on ait envie d'aller chercher plus loin. On a des choses à faire, on n'a pas le choix de faire, donc comment être ambitieux pour cela? Alors, si je comprends bien, dans la question, c'est que on me demande, c'est qu'on a des tâches obligatoires, donc on n'a pas le choix de les faire. Alors, comment être ambitieux pour ces tâches-là? Alors, s'il y a des tâches qui sont une contrainte, alors c'est pas la peine de démarrer le travail le travail de recherche à travers les points qui sont contraignants. Alors, les points qui sont contraignants, c'est quelque chose qui est indépendant. C'est encore un autre dossier. C'est pour ça que là, je dis, le plus important, c'est de mettre le doigt déjà, de pointer les choses sur lesquelles vous pourrez trouver un début de plaisir. Donc, pas sur les choses qui sont forcément contraignantes. C'est vrai que dans un premier temps, ce qui est contraignant, il faudra le faire de manière un peu de manière automatique. Alors, concernant l'intégrité, on se dit souvent qu'on a. Alors, j'ai pas compris le mot. Un bon khadad, je ne sais pas ce que c'est, doit sortir de sa zone de confort. Donc, dans ce sens, on peut promettre plus qu'on pense à un chassid. Alors, on me demande ici qu'un chassid doit sortir de sa zone de confort. Donc, est-ce qu'on peut promettre plus que ce qu'on pense? Euh, alors, peut-être un chassid doit sortir de sa zone de confort, mais même sortir de sa zone de confort, c'est vous qui maîtrisez où est la fin de votre zone de confort euh, et où est-ce que vous démarrez la sortie de votre zone de confort. Très souvent, c'est des personnes qui nous entourent, dans lequel ils sont peut-être déjà dans un niveau de développement qui est un peu plus élevé, qui nous tirent à devenir exactement
au même niveau que leur comportement. Mais personne peut vous donner la solution, personne peut vous dire, à partir de maintenant, tu te comportes comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit être. Que ce soit au niveau de la Avodat Hashem, la progression de chacun, sortir de sa zone de confort, c'est que vous qui pouvez savoir à partir de quel moment vous souhaitez vous aventurer dans quelque chose qui sort de votre zone de confort. Ce n'est pas aux autres de vous dicter à quel rythme évolue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis à l'écoute. Alors, je n'en vois pas d'autres. Peut-être j'ai raté quelques questions au début. C'est pas une erreur d'essayer. Alors, c'est la même. Alors, est-ce que vous pouvez développer encore un peu? Est-ce que c'est pas une erreur d'essayer de sortir de sa zone de confort? Alors, tout dépend quel est l'élément. Voilà. Oui. Alors, tout dépend qui vous motive. Si c'est vous qui sentez que c'est le moment d'évoluer, alors oui, vous pouvez aller à la recherche. Mais encore une fois, employez le système SMART qu'on a parlé juste avant. Parce que si vous vous aventurez dans quelque chose qui est complètement démesuré, alors le risque, c'est qu'après, on tombe dans une déception, dans une grande déception. Donc, il faut faire les choses progressivement. Donc, souvent, quand on parle de dire, ben voilà, à partir de maintenant, je vais prendre une akhlata. C'est un grand slogan de dire, voilà, je prends une akhlata à partir de maintenant. Alors, si c'est à cause d'un effet de masse, alors souvent, c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc, je vais essayer un jour, 2 jours, 3 jours. Je vais voir que c'est trop pour moi. Et puis, ce que je vais développer, c'est de dire, bon, en fait, je suis nul parce que je n'ai pas réussi. Mais c'est pas que tu es nul parce que tu n'as pas réussi, c'est tout simplement que c'était pas encore pour toi. Tu n'étais pas encore arrivé au moment, au stade dans lequel tu pouvais te permettre euh, de, d'en arriver à là. Voilà, j'espère que j'étais clair et que je vous ai apporté quelques éléments supplémentaires. En tout cas, je suis sûr et certain que à travers ces quelques mots lors de cette conférence, chacun d'entre vous pourra le potentialiser au maximum et arriver à atteindre vos objectifs. Et puis, bien sûr, comprenez que avoir une Shana Tova, c'est bien de se le souhaiter, mais avoir une Shana Tova, c'est aussi le produire, c'est aussi le faire. Donc, c'est à nous d'œuvrer pour. Donc, peut-être, ce que je peux vous suggérer, c'est que quand vous souhaitez Shana Tova à quelqu'un, c'est souhaitez-lui Shana Tova et dites-lui, je crois en toi que tu vas être celui qui rendra ta Shana une Shana Tova. Parce que ce n'est pas de la magie. Donc, c'est à nous, encore une fois, d'être les acteurs qui vont engendrer le changement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, donc une bonne année à tous et une année de grand potentiel. Merci à vous, c'était un grand plaisir pour moi et à très bientôt.